Ivoirois, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes de la terre de l'espérance, je vous salue. Encore une fois, nous sommes au rendez-vous des directs politiques du docteur Israël Ngoran. Aujourd'hui encore, nous allons revenir sur le thème épineux du foncier. Nous sommes un peuple agricole. La terre est pour nous un fondement important. C'est en fait notre vie. Et quand il se pose des problèmes de terre, les conflits sont meurtriers. Parce que c'est la vie ou la mort. Il est donc important que nous passions à une réglementation correcte des affaires foncières pour que notre nation soit en paix. Je vous l'ai toujours dit et je répète, a priori, le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas un peuple qui est fait pour s'entendre. C'est dû à la constitution hétéroclite des différents peuples qui sont venus pour peupler la superficie de la Côte d'Ivoire. Comprenez bien, quand vous avez 4 grands groupes, les Gourou ou voltaïques au nord jusqu'au nord-est, les Mandés nord-nord-ouest, les Akans, vous voyez, est, sud, jusqu'au centre. Ensuite, les Krou à l'ouest jusqu'au sud-ouest. Ça fait déjà 4 grands groupes. Quand nous prenons en détail à l'intérieur de ces groupes, au bas mot, nous parlons de 62 ethnies jusqu'à 72 sous-groupes. C'est-à-dire que nous sommes déjà des nations qui vivent ensemble. L'objectif à atteindre, c'est que ces nations soient unies. Parce qu'une nation, c'est un ensemble d'humains qui ont la même culture, la même histoire, la même langue, donc le même langage et la même économie. C'est ça qu'on appelle une nation. Ce que définit le mot grec ethnos. Donc, quand vous regardez, quand bien même on dit les Akans, quand vous rentrez dans le sous-groupe, ils n'ont pas forcément les mêmes cultures, même s'ils ont des points de rencontre. Et ce qu'il va falloir faire, c'est de faire de 70 nations une seule, ou réussir à faire cohabiter dans la paix ces 70 nations. C'est un gros challenge, mais la solution est simple. Elle va d'abord commencer par la vérité. Vous savez, je vais vous donner une révélation aujourd'hui. La vérité s'écrit en 6 lettres. V-E-R-I-T-E. 6 lettres. Dieu a créé le monde en 6 jours. Et au 7e jour, il s'est reposé. Lorsque vous dites la vérité, vous entrez dans votre repos. Ceux qui s'excitent, c'est ceux qui sont dans le mensonge et qui sont perturbés. Parce que le mensonge, il s'écrit avec 8 lettres. C'est-à-dire, pas de repos pour le menteur. Le menteur, il ment, il rement, il se justifie dans le mensonge, il tourne dans le mensonge. C'est un perpétuel menteur. Quand vous dites la vérité, les gens peuvent ne pas accepter. Cela dépend du fondement de ce monde. Mais quand vous dites la vérité, votre âme est dans la paix. Quel que soit ce qu'on voudra faire de vous. Et le vrai problème de la Côte d'Ivoire est côtoyer. Les gens passent à côté. Ils racontent leur vie. Ils créent des lois qui, en fait, n'attaquent pas le vrai sujet. Or, le sujet du foncier, souvenez-vous, tout près de nous là, en septembre, à Guiglo. Et c'est justement cette histoire de Guiglo que nous utilisons comme fondement
de notre entretien d'aujourd'hui. Puisque dimanche, dans le débat, nous avons passé la vidéo. Mais on n'a pas eu le temps de l'exploiter. Et puis, il était l'heure. Quand j'ai dit désormais nos rencontres, c'est 1 heure. L'Internet coûte cher en Côte d'Ivoire. C'est cher de regarder une vidéo de plus d'1 heure. Donc, nous disons 1 heure. C'est pourquoi le thème que nous traitons aujourd'hui, c'est conflit foncier en Côte d'Ivoire. Le REVAS va mettre fin. Vous voyez poser devant moi le livre projet de société du REVAS. Ce n'est pas un roman. C'est un recueil de propositions pour sortir la Côte d'Ivoire de son état de délabrement actuel. Nous ne parlons pas pour parler. Nous parlons parce que nous avons la compétence requise. Nous avons la connaissance de notre histoire. Et nous savons ce qu'il faut lui donner comme coup de fouet pour son avenir. Et un avenir certain. Un avenir plein d'espérance. C'est pourquoi nous nous proposons, en tant que parti, nous nous proposons, en tant que leader, comme solution du drame que nous vivons. Nous avons assez tergiversé dans le mensonge, dans l'irresponsabilité. Nous avons assez tergiversé, peuple de Côte d'Ivoire. Il est temps de prendre les sujets un à un, de les explorer dans l'honnêteté, dans la vérité et de sortir des solutions idoines. Conflit foncier en Côte d'Ivoire. Le REVAS va mettre fin. Nous ne disons pas que le REVAS veut. Nous disons que le REVAS va. C'est-à-dire c'est un objectif qui sera atteint. Tout dépend du peuple de Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, tout dépend de toi. Nous avons le remède. Tu acceptes de mettre ta confiance en notre projet, tu seras sauvé. Lorsque nous avons regardé la vidéo que d'ailleurs nous avons commencé à exploiter la dernière fois, il a été question de 2 concepts. Il a été question de 2 concepts. Ceux qui ont parlé dans la vidéo ont parlé d'autochtones et d'allochtones. Vous savez, moi, ça me rend heureux, ces genres de choses. On va prendre les mots qu'ils ont utilisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque point de la Côte d'Ivoire, nous avons ce qu'on appelle autochtones et allochtones. Ce qui veut dire que nous avons des autochtones et des étrangers. Quand on se trouve à l'ouest, les autochtones, ce sont les natifs de l'ouest. Tous ceux qui quittent ailleurs de la Côte d'Ivoire, comme dehors de nos frontières, et qui y viennent, sont des étrangers. Un point, un trait. Je suis étranger à Iré, je suis étranger à Divo, je suis étranger à Gagnoa, à Man, je suis étranger à Agnibilekro. Parce que quand j'arrive, que je salue, la façon de me demander les nouvelles prouve que je suis étranger. Donc, je ne peux pas acquérir de propriété foncière à Agnibilekro. Mais je viens de Didierville. Je suis de Nglobo. Je suis autochtone à Nglobo. C'est des concepts très simples. Il faut se dépouiller de vos haines ou amours sauvages que vous avez pour des individus. Ce qui fait que votre conscience est bouchée. Il faut vous défaire de ça. Et parlons de la Côte d'Ivoire. Regardez cette histoire qui s'est passée à Guiglo. Au moment où l'enregistrement de cette vidéo-là se faisait, il y avait 8 morts, 11 disparus, 61 blessés. Pour un pays qui sort d'une crise qui a fait au bas mot 3000 morts, nous devons être des responsables, d'hommes et de femmes conscients, lucides, pour ne pas avoir honte de nos problèmes, mais surtout pour être forts et courageux de les attaquer de face. Sinon, on ne pourra pas régler nos problèmes. Ce que nous voulons, c'est qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire,
il faut avoir le courage de faire la part des choses. Nous avons déjà défini, mais nous répétons une autre fois et une fois encore, qu'il faut clairement définir qui est propriétaire de terre et qui est exploitant de terre. Il faut définir cela depuis notre constitution. Qui est propriétaire de terre et qui est exploitant de terre. Pour attaquer le problème le plus simplement possible, je prends un village de ma zone. Il y a un village qu'on appelle Tokpayakro. Tokpayakro. Tu es bêté de Gagnoua, tu arrives à Tokpayakro. Comment veux-tu être propriétaire de terre à Tokpayakro? Ce n'est pas possible. Le simple fait que tu sois ivoirois ne suffit pas. Parce que toi, tu n'es plus autochtone. Dès lors que tu t'es déplacé, tu es allochtone, tu es étranger. Donc, normalement, sur la superficie de la terre réservée à Tokpayakro, la terre qui est subdivisée entre les familles de Tokpayakro, si toi, le bété de Gagnoua, tu arrives à Tokpayakro, tu ne peux pas être propriétaire de terre. Tu as le droit de vivre, tu as le droit de t'enrichir. Tu peux être exploitant de terre. Ce que nous disons est clair. Si moi, Israël Ngoran, je quitte mon globo natal, parce que moi, au moins, j'ai la chance de venir d'ici, et que j'arrive à Yabayo, il est inadmissible que je me propose être propriétaire de terre. Ce n'est pas possible. Je serai exploitant de terre. Donc, je m'adresserai au propriétaire, celui qui voudra bien me confier de la terre pour que j'exploite. Un contrat va nous lier. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça qu'il est question. Donc, ces deux concepts-là doivent entrer dans notre constitution. De sorte que les autochtones doivent avoir de fait ce qu'on appelle le titre foncier. Donc, quand moi je suis en globo, j'ai mon titre foncier sur mes terres. Ça m'appartient. Je l'ai en poche quand je débarque à Lakota. Donc, si je me retrouve par exemple à Niamezaria, je vous cite les noms des villages de mon pays parce que je connais mon pays. Sachez que c'est à dessein que je cite les noms. Parce que je connais mon pays. Parce que lorsque je me déplace pour aller à Niamezaria ou bien à Neko, j'ai dans ma poche mon titre foncier à moi. Car mon foncier m'est réservé et est en héritage même pour mes enfants en globo. Je ne peux pas être malhonnête au point de croire que je vais être propriétaire des terres à Neko. Mais j'ai la prétention de croire que je peux être exploitant de terres à Neko. Donc désormais, dans notre constitution, nous devons baliser toutes les populations autochtones de Côte d'Ivoire doivent avoir de fait leur titre foncier pour leurs terres. Les autres qui viennent vers eux sont des exploitants de terres. Est-ce que vous comprenez? C'est clair. Donc, introduisons dans notre constitution et donnons de fait ces documents précieux selon la superficie de leur terre à nos parents autochtones, car ils sont les propriétaires des terres. Et je voudrais, à partir de là, rejeter un fait. La terre n'appartient pas à l'État. La terre ne saurait appartenir à l'État. C'est une grosse faute et une grosse erreur de la part du colon qui savait, puisque vous vous amusez quoi? Quand le colon est venu, qu'a-t-il fait? Il savait, nous sommes une zone forestière,
immense. Nous avons des terres riches, à perte de vue. À un moment donné, les circonstances font qu'ils sont certainement obligés de rentrer. Mais ils savent qu'ils laissent derrière eux une mine d'or. Ils savent que pour pouvoir prendre, il faut qu'ils amènent à faire accepter aux gens qu'ils ont affaiblis que la terre appartient à l'État. État que eux, ils vont nous imposer régulièrement. Et vous comprenez que tous les États, je vous dis sans exception, que nous avons eu en Côte d'Ivoire, ont été imposés par tous les partis politiques au pouvoir en France. Quand c'est le RPR, ils nous imposent les gens du PDCI. Quand c'est le Parti Socialiste, ils nous ont imposé Gbagbo. Quand le Parti Socialiste a partagé le pouvoir avec le RPR, ils ont sauté Gbagbo. Vous ne connaissez pas le fondement de la politique. Parce que nous jouons le jeu à nous comporter comme leurs esclaves. En tant que maîtres, ils font ce qu'ils veulent. Donc, ils nous laissent une loi pourrie, comme quoi la terre appartient à l'État. État qu'eux, ils manipulent. De ce point de vue-là, ils peuvent venir s'installer chez nous, prendre nos terres, faire ce qu'ils veulent, sans qu'aucune population autochtone ne puisse élever la voix, ou disons contre sa propre vie, parce qu'il suffit que tu parles pour que tu sois bombardé. Vous comprenez? Donc cette loi-là déjà, il faut la bannir. D'où la nécessité d'une autre constitution qui établit clairement que la terre appartient aux populations autochtones. Les partis que d'un commun accord, le peuple aura réservé comme réserve, comme forêt classée, nous acceptons alors de fait de confier cela à l'État. L'État en sera donc le gérant, sous notre regard précieux, car nous sommes un peuple souverain et les biens nous appartiennent. Je voudrais redéfinir le mot État, pour que les Ivoiriens, les Ivoiriennes qui me regardent puissent comprendre. Souvent, nous utilisons les mots qui sont certainement trop gros. Mais retournons au village. Je suis d'Odiéné. Nous avons là-bas une mutuelle de développement d'Odiéné. C'est-à-dire que toute la superficie d'Odiéné est concernée. Le peuple d'Odiéné met en place une mutuelle pour développer Odiéné. Excellente chose. D'ailleurs, je salue toutes les mutuelles de développement. Je bénis leur président et leur bureau. Sachez que le REVAS veut prendre le pouvoir pour vous aider à développer vos contrées. Et ça, c'est un engagement. Alors, nous sommes à Odiéné. Chaque habitant d'Odiéné ne va pas gérer. Ça sera du désordre. On décide donc de mettre en place un bureau. Président, vice-président, secrétaire général adjoint, trésorier général adjoint. Le peuple se réserve d'appeler un autre groupe commissaire aux comptes pour vérifier la manipulation de l'argent. C'est eux-là qui vont gérer la mutuelle pour développer ensemble Odiéné. Chaque citoyen d'Odiéné sera donc appelé contribuable. Le bureau d'Odiéné, là, si on élargit ça sur toute la Côte d'Ivoire, c'est ça qu'on appelle l'État, qui se définit comme entité juridique. C'est-à-dire que le peuple de Côte d'Ivoire a existé, premièrement, et ensuite, pour s'organiser selon les valeurs, je vais dire occidentales, nous avons décidé de mettre en place un État. Nos propres enfants, que nous avons mis au devant de nous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus éclairés que nous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus conscients ou plus intelligents que nous. Nous les mettons devant parce que nous avons l'espérance qu'ils sont suffisamment sages pour nous écouter afin de marcher devant nous, pour protéger nos intérêts, pour veiller sur nos vies. C'est ici que se trouve l'échec. Parce que ceux que nous mettons ainsi devant nous ne peuvent pas dire que les biens de la communauté leur appartiennent. Attendez, c'est une question de bon sens. Ce que vous appelez État est apparu en quelle année? Et le peuple de Côte d'Ivoire s'est constitué en quelle année? Quand les Blancs venaient nous trouver, on vivait. Si on vivait, ça veut dire que nous, on avait notre système de gouvernement.
Nous avons notre système politique, nous avons notre système économique. Et les biens nous appartenaient de village en village, de frontière en frontière. Parce que la terre appartient d'abord à un village qui a frontière avec un autre village. Ensuite, tous les villages du canton ou disons de la région font frontière avec une autre grande région. J'ai entendu Joël Nguessan déverser un mensonge inouï. Il dit la forêt est là comme ça, personne ne touche. Quand quelqu'un veut exploiter et un kidam venu de quelque part. Vous voyez, ce jeune homme-là, je ne comprends pas son problème. Il a un langage ordurier et un langage de mensonge. Tous les villages, entre les villages et les terres qui sont là, il y a des frontières. La terre n'est pas là comme ça. C'est parce que le peuple africain en général, le peuple de Côte d'Ivoire en particulier, connaissait la gestion de l'écosystème. Ils avançaient à petits pas. Il y a des fois même, ils arrêtent de percer la forêt, ils reviennent sur les jachères de 4-5 ans. Parce qu'il fallait économiser. Ils savent, vous avez conscience que la vie est longue. Donc, c'est des mensonges que M. le ministre Joël Nguessan a dit. Il faut qu'on relève ça. Il est allé en Allemagne pour faire ses études là-bas, ou je sais quelle conférence. On ne peut pas parler du foncier un coup. Le foncier rural est différent du foncier urbain. Et nous soutenons le fait qu'il y ait un foncier rural et qu'il y ait un foncier urbain. Donc nous continuons pour dire que l'État, au grand jamais, ne devrait être propriétaire de nos terres. Et il faut que nous veillions, peuple de Côte d'Ivoire, à cela. L'État n'est que gestionnaire de nos biens. C'est pourquoi l'État doit nous rendre compte. Aujourd'hui, ce n'est pas à nous d'avoir peur du président de la République. Parce que c'est nous qui l'avons mis devant nous pour gérer nos biens. C'est lui qui doit avoir peur de nous. Ces ministres-là, en nous voyant, doivent trembler. Inversons les choses. Inversons les choses. Je peux rendre honneur à un ministre, mais je n'ai pas peur de lui. Et je leur dis déjà, je leur promets que s'ils ne connaissent pas leur place, ils n'ont qu'à comprendre qu'ils n'ont pas à crier sur un citoyen ivoirien ou à manipuler un citoyen ivoirien. Parce que c'est ce citoyen-là qui a fait. Et d'ailleurs, vous les ministres, nous on s'en fout de vous parce qu'on n'a pas affaire à vous. Dans notre système politique, nous on vote un président. C'est lui qui nous rend compte. C'est lui qui vous choisit. Seulement quand vous êtes minable, nous on attire son attention pour dire que ton type là n'est pas bon. Mais nous, en fait, on n'a rien à voir avec vous. Je vais enseigner ce peuple jusqu'à ce qu'ils comprennent. Nous, on n'a pas affaire aux ministres. Ce n'est pas nous qui les avons nommés. On ne les a pas élus. Ils ne dépendent pas de nous. Ils ne nous rendent pas compte. Nous avons affaire à ceux que nous élisons. Le président. S'il prend des ministres qui gardent son travail, c'est son problème. Mais donnons l'opportunité et l'occasion à ces présidents-là de nous rendre compte. Au lieu de vous comporter comme des poltrons à organes. Attendez, le monsieur, il prend l'argent du contribuable, il fait une route, vous faites bâche pour aller lui dire merci. Quel merci? Et après, quand le goudron là est cassé, est-ce que vous retournez pour aller lui dire que le goudron est cassé? Il y a des cadres vampires comme ça dans toutes les régions. Depuis, vous voyez qu'aujourd'hui, ce qu'ils savent organiser, c'est les cérémonies pour dire merci au président. Mais pourquoi vous n'organisez jamais les cérémonies pour dire merci au peuple contribuable qui transpire pour produire les richesses? Et à cause de vous-même, votre ventre jamais insatiable, toujours vous remerciez le président pour qu'il vous maintienne et que vous continuez de voler le peuple. Le peuple a assez été écrasé. Je le sais, analphabète, mais j'ai peur de son inconscience et de son coma trop longtemps prolongé. Il est temps qu'il se réveille. Vous savez, si vous n'avez pas la connaissance, vous n'êtes pas de ce monde-là pour avoir quelque chose. Donc, retenons cela une fois pour toutes. La forêt appartient aux populations autochtones. Joël Nguessan dit que c'est Dieu qui a mis la terre là. Là, au moins, on est d'accord. Mais quels sont ceux qui sont arrivés sur la terre en premier? Puisque Dieu a mis là qu'il a fait don aux populations. Parce que je comprends bien que l'Allemagne n'est pas venue s'installer sur notre sol. Donc, ça nous était destiné.
C'est quand nous, on a fini de s'installer, qu'on a fini de partager les terres, c'est là qu'on a créé l'État. L'État ne peut pas être propriétaire des terres. C'est une logique. Donc il faut que nous inscrivons cela dans notre constitution. Point. Ça, c'est à comprendre et à accepter, surtout. Deuxièmement, la situation qui va créer les querelles dans la forêt classée de Gwendeme à Guiglo, c'est que cette forêt fait 130 000 hectares. Et des individus se sont introduits dans la forêt et ont cassé 9 000 hectares. Dans le documentaire, je crois que ça doit être un chef de la région de Oué qui dit qu'il y a un certain Salam Yamiogo, Burkinabé, qui aurait fait venir 7 000 Burkinabés qui ont cultivé 9 000 hectares. La première question, où est l'État de Côte d'Ivoire? Où était l'État de Côte d'Ivoire? Pendant que la forêt dite classée, donc sous la responsabilité entière de l'État, la forêt classée pour laquelle nous les contribuables, nous payons l'argent pour que une équipe d'agents de forêt puisse veiller sur ces patrimoines-là. Où était cet État-là? Ça, c'est la première question. Comment un Burkinabé, Yamiogo Salam, comment lui-même il a fait pour entrer dans la forêt classée? Ensuite, il fait entrer, selon les Oué, 7 000 qui ont cultivé jusqu'à 9 000 hectares d'une forêt classée. Vous comprenez? L'État est défaillant. Ça a commencé où? Le documentaire ne nous dit pas. Mais c'est quand même aberrant. Avons-nous un État? Vous voyez, j'ai l'impression que le procureur, il court sur Internet pour mettre les gens en prison. Mais on dirait que ses oreilles sont fermées quand il s'agit des vrais problèmes de la République. Une petite fille qui publie un post qu'on met en prison, dont l'avenir, on va dire, est détruit. Parce qu'un cadre de cette nation parle de Goula, on le met en prison, détruisant son travail et sa famille. Mais quand 7 000 Burkinabés entrent dans la forêt classée pour cultiver 9 000 hectares, il semble que nous n'avons pas de procureur de la République. Bon, il faut que le peuple de Côte d'Ivoire finisse par s'interroger. L'argent du contribuable sert à quoi finalement? Ça sert à quoi? Ça, c'est la première chose. Comment est-ce possible? L'État n'a pas veillé? L'État était-il absent de Guiglo, de la forêt classée de Gwendebe? Ou bien, ceux qui ont fait l'émission se sont trompés, ce n'est pas la forêt classée de Gwendebe. Ok. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on nous dit que l'affaire a été portée devant le tribunal. Bravo! On nous dit que le tribunal a condamné Salam Yamiogo. Première question. Pourquoi alors le tribunal ne saisit pas ces plantations pour le compte de l'État propriétaire de la forêt classée? Pourquoi? Il y a quelqu'un qui est sur le domaine public. Quelqu'un est sur le domaine public. L'affaire arrive au tribunal. Il perd le procès. Il est en plus condamné à quitter les lieux. Pourquoi ce n'est pas l'État qui s'en saisit?
Je suis étonné. Mais puis, c'est le même Burkinabé, condamné par notre tribunal, qui continue de se prendre propriétaire donc, de ces plantations et qui va léguer au Oué. Honte à nous. Je dis bien, honte à nous. Une forêt classée, transpercée par 7000 Burkinabés. 9000 hectares sur 130 000 sont défrichés, cultivés. Les gens s'en aperçoivent. Le tribunal intervient et l'État ne saisit pas la plantation. Et c'est ce Burkinabé, chef des 7000, qui lui-même va léguer la plantation au Oué. Les Baoulés qui étaient sur le lieu aussi disent, on n'est pas d'accord. Pourquoi vous donnez au Oué et que vous ne nous en donnez pas? C'est-à-dire que nous, on a notre bien. Des étrangers viennent nous partager. On vient de sortir du tribunal. L'État n'a pas force de loi pour saisir cette plantation. Surtout que c'est une forêt classée. Donc, quel est le problème? Ou bien la forêt a été déclassée. Sinon, les querelles, Baoulé ne devait même pas avoir lieu. Ils sont tous en infraction. Ils sont en infraction puisqu'ils sont dans la forêt classée. L'État doit les expulser, eux tous. Maintenant, c'est force qui revient à la loi, bien sûr, et que la loi a donné autorité à l'État pour régler. Ou bien l'État vient dire à tout le monde, ok, comme ça a été cultivé, on va déclasser. Ça fait 7000 hectares, les autochtones qui sont dedans et les autres allogènes ivoirois qui sont ici font tel nombre, on va répartir ça entre eux. Mais comment ça s'est passé? Pour que, dans la forêt classée, le préfet aille pour dire, bon, les Baoulés vous restez à l'ouest, les Bété vous restez à l'est, enfin, d'un fleuve. Ça, on n'appelle pas ça un règlement. L'autorité n'est pas revenue à la loi. Et donc, l'État est forcément faible. 8 morts en son temps déjà, 11 disparus. Vous comprenez? 8 morts, 11 disparus, 61 blessés. À l'époque où on nous rendait compte déjà. Pourquoi? Parce que les gens ne prennent pas soin de faire face à ces choses-là. C'est pourquoi nous, en tant qu'acteurs politiques, nous disons que, premièrement, on va vous donner maintenant nos propositions concrètes. La première chose, nous l'avons dit, nous insistons là-dessus. La terre doit revenir de fait aux populations autochtones. Ça doit être marqué dans notre constitution. Dans notre constitution. Il faut qu'on marque cela. Ensuite, de façon générale, dans le foncier, il faut que le titre foncier revienne aux populations autochtones. C'est eux les propriétaires de leurs terres, les terres sur lesquelles ils sont installés. Ou disons elles, puisque j'ai parlé de population, elles sont installées. Ça, c'est le deuxième principe. À partir de là, ce qu'on est convenu d'appeler étrangers, qu'ils soient étrangers nationaux ou étrangers venus d'en dehors de nos frontières ou les multinationales, j'ajoute l'État même, doivent être considérés comme des exploitants de terre. Je répète, c'est le principe que le REVAS propose. Toutes les populations autochtones de Côte d'Ivoire, cela se résume par des familles. Parce que la forêt, dans la, disons les terres appartiennent aux familles. C'est les familles rassemblées qui forment un village. C'est pour ça qu'on dit que la terre appartient au village. C'est les villages rassemblés qui forment une région.
C'est pour ça qu'on dit que la terre appartient à la région. Donc, les titres fonciers doivent revenir aux différentes familles qui sont détentrices de terres obligatoirement. Parce que tant que tu as une famille ivoirienne de source, c'est-à-dire ceux qui ont peuplé ici, parce qu'il y a des gens qui vont avoir ce qu'on appelle la naturalisation. Mais celui qui est naturalisé, il hérite de quelle terre? Tu as un papier pour dire que tu es ivoirien, mais tu ne peux pas hériter des terres. Sinon, tu hérites de quelle terre? Tu viens de ton pays, tu dis je vais rester ici, je vais devenir ivoirien. On te donne un papier. Tu es devenu ivoirien. Ok, tu as quelle terre? Vous voyez, faisons très attention. Parce que l'Afrique vit de ses terres. Moi, je vous dis que je sens le prochain conflit très dangereux. Parce que ça va nous donner l'impression d'un conflit généralisé. Ça va chauffer. Pour une fois, ouvrez les oreilles et écoutez. On peut te naturaliser. C'est pourquoi d'ailleurs, nous allons traiter ce thème plus tard. Nous sommes favorables à la double nationalité. On s'en fout de ce que les autres pays font. Mais j'estime que nos frères ivoiriens, nos sœurs ivoiriennes, qui sont hors de nos frontières, souvent pour des problèmes de travail ou pour des problèmes d'intégration, sont obligés de prendre la nationalité du pays d'accueil. Mais ce n'est qu'un simple papier. Ils ont quelle terre là-bas? Ils n'ont pas de terre. Donc nous disons, ce simple papier qu'on donne à un de nos frères hors de nos frontières pour faire de lui, comment on peut appeler ça, comment on dit même en bon français, citoyen d'un de leur pays là-bas, là, ça ne fera pas que nos frères vont perdre leur sol. C'est-à-dire que tu es né ivoirien, de père et de mère, ou bien de père ou de mère, tu es ivoirien à vie. Si tu es parti en France que pour des principes de vie là-bas, tu es devenu français, ça c'est papier. Ton sang là, c'est ivoirien. Ta nationalité ne sera jamais perdue. Nous devons être très clairs avec ces choses. Il ne faut pas envoyer nos frères rester en dehors de notre pays pour longtemps. Tant qu'il est allé chercher, s'il veut devenir, je ne sais pas, mozambicain, c'est un papier qu'on lui a donné. Il n'a là-bas aucune attache de terre ni de sang. Ce que ce papier peut lui permettre de recueillir au Mozambique, il le recueille. Quand il revient chez lui, on n'a pas à lui dire que tu étais devenu mozambicain. Il est ivoirien. Un point, un trait. C'est pourquoi de ce fait, je dis que donc c'est à nous, Ivoiriens, d'avoir droit au titre foncier. Maintenant, l'État de Côte d'Ivoire, pour le développement, peut venir nous trouver. Et puis il va dire dans le village de Fologo, qu'on appelle affectueusement Fologo, dans le village de Fologo, il y a de la terre là-bas, mais nous on veut prendre en tant qu'État, pour le développement, on veut construire une usine. Il n'y a aucun problème. L'État devient donc exploitant de la terre. Et ce que nous disons, cette terre qu'on veut prendre là, il y a combien de personnes qui sont propriétaires et voisins qui constituent la superficie? On les recense. L'État va louer cette terre tant que sa réalisation se trouve sur cette terre-là. L'État va louer cette terre dans leurs mains. Parce qu'eux, on vient de les exproprier. Donc, en fait, on a enlevé de leur bouche leur pain. Il faut remplacer ça par une rente annuelle et à vie. Tant que la réalisation là se trouve sur leur terre. Donc, j'ai dit, l'État, les multinationales et les étrangers, qu'ils soient nationaux ou venus d'en dehors de nos frontières, ils sont des exploitants de terre et un contrat doit les lier aux propriétaires de cette terre. Et selon que nous sommes dans le domaine rural ou dans le domaine citadin, parce que dans le domaine rural, c'est l'exploitant qui va payer directement aux propriétaires, mais au niveau citadin, c'est la mairie qui a occupé l'espace qui va payer aux propriétaires. Tu as pris ma terre, tu me nourris ma famille de génération en génération, tant que tu continues d'exploiter ma terre.
Ça, c'est clair. Sinon, comment les gens vivent? Regardez en Côte d'Ivoire. Il y a des endroits où on exploite l'or. Le village est pourri. Mais moi, pour moi, ça devait être, excusez-moi l'expression, un petit pari. Regardez à Iré. On utilise l'or qui est dans le sous-sol de Gogobro. Allez regarder le village de Gogobro. Vous en avez pitié. Ouvrez vos yeux, peuple de Côte d'Ivoire. Ce que nous disons, c'est pour nous tous. Pour l'instant, moi, on n'exploite pas l'or dans mon village. Donc, je ne défends pas une cause qui m'est personnelle. Mais je ne peux pas comprendre qu'on exploite de l'or sur la terre de Gogobro et que d'abord, il n'y ait pas un grand centre hospitalier à Gogobro. Parce qu'on utilise le cyanure. À terme, ça va être des maladies. Qu'est-ce qu'ils mettent à leur service? Rien. Il n'y a même pas d'école. Nous, on avait une plantation là-bas d'à peu près 30 hectares sur la terre de M. Dadier. Donc, quand on exploite de l'or sur la terre de Dadier, moi, je me dis que la famille de Dadier doit être riche à vie. Il n'a pas sa part dans l'or là. On a pris sa terre sous prétexte que la terre appartient à l'État. Vous voyez la mauvaise conception de départ, appauvrir nos peuples, alors que sous leurs pieds, il y a le pétrole qu'on vient extraire. Les déchets les tuent et l'argent va ailleurs. On extrait l'or, les déchets les tuent, l'argent va ailleurs. Au passage, quelques ministres en prennent pour mettre dans leur poche. Et le peuple est toujours malade, affamé, mort. Ce que j'ai dit là, je n'ai pas peur de dire ça. Je le dis parce que c'est bon pour nous tous. C'est bon pour nous tous. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Donc, réfléchissons au texte fondateur de notre République prochaine pour que ces choses soient prises en compte et que nous réglons à jamais le problème foncier. Moi, j'ai une grande terre en Globo. Quelqu'un veut venir exploiter. Il n'y a aucun souci, il est exploitant de terre. Moi, j'ai mon titre foncier, je suis propriétaire de terre. Si je lui concède une dizaine d'hectares, nous faisons des papiers. Son exploitation va durer combien d'années? S'il dit 10 ans. 10 ans, renouvelable ou non, mais 10 ans. Au bout de 10 ans, je suis en droit de réclamer ma terre. S'il veut continuer, on peut renégocier le contrat ou bien reconduire le contrat. Mais là, au moins, il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire qu'il a payé ma terre. C'est ma terre. L'État vient me dire, ah, on a sondé le terrain, on a trouvé de l'or en bas. Je peux dire à l'État, c'est pas la peine. Moi-même, je vais chercher un exploitant qui va venir recueillir mon or. J'aurai ma part, mon village va en tirer profit et ils vont partir avec ce qu'ils ont. Si l'État insiste, il n'y a aucun problème. Venez que nous mettons en place un contrat pour sécuriser ma famille qui va perdre sa terre, mais sécuriser mon village et les villages environnants. Ceux qu'on doit déplacer, qu'on déplace. Quelles sont les sécurités à mettre en place pour que le cyanure ne tue pas tout le monde? Mais au moins quand on arrive dans ma cour et qu'on arrive dans mon village, on sait qu'on exploite de l'or là-bas. Mais est-ce que c'est ça qui est la réalité en Côte d'Ivoire? Et vous comprenez que ce n'est pas un sujet qui est lié forcément à un président, qu'il soit présent, qu'il soit en exercice ou non. C'est un sujet qui est soumis à la réflexion de l'Ivoirois intelligible, pour qu'ensemble nous puissions comprendre que nous avons loupé le bon carrefour de notre développement. Parce que si on exploite de l'or à Iré, et que Iré ne profite pas pour être développé, comme les super villes du monde que vous appelez développées, à quel moment Iré va saisir l'opportunité d'être développé? À quel moment Iré aura son université? À quel moment Iré aura son centre hospitalier? À quel moment Iré va avoir ce qu'il faut pour protéger la population? À quel moment?
Parce que je sais de quoi je vous parle. Si vous arrivez, Bonikro, Mbanamankro, ont été reconstruits comme des petits villages modernes avec château d'eau. Mais nous, nous sommes des allochtones. Nous, on est des étrangers. On s'est déplacés pour aller exploiter la terre. Parce que on nous chasse et on détruit nos plantations. On nous donne un semblant d'habitat. Mais ceux qui étaient propriétaires, qu'ont-ils eu? Rien. L'or qu'on exploite là, s'ils ont exploité 2 tonnes d'or, si on donne même 500 kilos à la région de Iré pour se développer là, ça fait quoi? Chaque vendredi, un hélicoptère va ramasser l'or. Allez-y, je n'ai pas envie de vous donner les chiffres. Hein, parce que comme vous n'aimez pas croire quand on vous parle, allez vous-même faire des recherches. L'hélicoptère vient tourner là, il prend l'or, il s'en va. Iré reste là. Allez à Iré. Il n'y a même pas de route entre Iré et Divo. Puisqu'ils prennent leur or là par hélicoptère. Donc ils s'en foutent de route. Attends. Sans oublier que l'État de Côte d'Ivoire, qui n'a aucune ambition, parce que nous sommes un peuple au visage obstrué. On n'a pas pu crier ce qu'il faut. On ne nous a pas créé des compétences sur le métier de l'or, de son exploitation, jusqu'à sa fabrication en bijoux. Il n'y a pas d'Ivoirois. Il n'y a pas d'Ivoirois. Pourtant, gouverner, c'est prévoir, c'est projeter le succès de l'avenir. Alors, comprenez bien. Lorsque nous savions que nous devions exploiter l'or de Iré, interrogeons-nous quelles sont les compétences dont la jeunesse a besoin pour être présent au moment de l'ouverture de la mine. On allait donc créer, même ne serait-ce qu'une école sur une période donnée. Peut-être une école sur 5 ans. On peut construire en bois, on a du bois. Pour dire, bon, voici l'école des métiers de l'or. Et toute la jeunesse ivoirienne va se faire former, se faire éduquer, se faire former. Le jour où on ouvre la mine, de l'excavation des terres jusqu'à la fonderie, dans les plus petites bijouteries, nous aurons la compétence. C'est comme ça qu'un peuple se développe. À partir de ce moment, le travail est d'abord occupé par nous. Mais moi, je vous certifie qu'à Iré, les Ivoiriens sont pousseurs de brouettes. Ou bien ils sont gardiens. Encore qu'en général, ce sont les Burkinabés qui sont gardiens. Donc, à quel moment nous allons avoir quelque chose si nous-mêmes, en tant que peuple, nous voulons tuer nos leaders intelligents, premièrement. Si en tant que peuple, nous acclamons notre État que nous-mêmes nous avons mis en place, qui nous met en prison. Si nous-mêmes, en tant que peuple, nous n'avons même pas conscience de ce que nous voulons, qui peut nous servir quelque chose? Qui peut nous servir quelque chose? Vous êtes un peuple à vous plaindre, à vous morfondre. La France a fait ceci. Ok, la France a fait ceci. Mais est-ce que l'or qui se trouve sous la terre de Iré, là, quand on venait signer le contrat, la France a dit de ne pas signer un bon contrat? Vous êtes malhonnête jusqu'à... Même là où il ne faut pas porter les accusations, c'est là-bas que vous allez pour les porter. On est un peuple inactif. Un peuple mort mentalement, moralement. On est un peuple sans conscience. On est un peuple, on a vendu notre âme pour une bière pour une bouteille de bière, pour un tricot dans la campagne. Nous, au Revas, on veut vous apporter la lumière. Parce que, vous savez, j'ai mal. Parce que ce n'est pas à tout moment que nous allons nous plaindre contre les dirigeants. Moi-même, là, je vais vous dire la vérité. Si vous laissez la Côte d'Ivoire et sa constitution en l'état actuel, que je deviens président, dans le respect de la loi républicaine, je vais agir exactement comme ceux qui sont là. Parce qu'il ne va pas agir au-delà de ce que la constitution lui permet. Donc, c'est la loi qui fonde la République qu'il faut qu'on se réveille pour écrire. Médecin, plombier,
garagistes, réparateurs de vélos, instituteurs, professeurs, policiers. On doit pouvoir comprendre que c'est à nous de sauver ce pays. Quand tu as voulu être policier, mon frère, à quoi tu pensais? Aller au bord de la route, prendre l'argent des chauffeurs, mettre dans ta poche. Or, quand tu mets l'argent dans ta poche, ceux qui n'ont pas passé de visite médicale, pardon, visite technique, donc l'argent n'est pas rentré dans les caisses de l'État. Ceux qui n'ont pas payé d'assurance, donc l'argent n'est pas rentré dans les caisses de l'État. Ils n'ont pas réparé la voiture, donc l'argent n'est pas rentré dans les caisses de l'État. Mais tu fermes les yeux là-dessus, tu prends 500, tu fous dans ton treillis sale là. Quand on passe au bord de la route, on te voit. Mais le jour où on te dit, ouais, Israël a parlé des Goula, va l'arrêter, tu viens me brutaliser, tu n'as même pas la moitié de mon diplôme. Vous croyez que c'est comme ça on développe une république? Ce que vous dénigrez là, les Français et les Américains, regardez comment ils font les arrestations. Même quand ils doivent te mettre dans la voiture, eux-mêmes ils protègent ta tête. Parce que si ta tête là même cogne une voiture là, ils ont perdu leur procès déjà comme ça. Mais vous venez, vous nous arrêtez, vous baisez nos femmes, vous violez nos filles, le procureur est d'accord avec vous. Ils m'ont volé mon argent ici, ils m'ont volé mon fusil, ils m'ont volé mes portables. Je n'ai pas entendu parler de ça au tribunal. Ça veut dire que ça n'a pas été livré. Le procureur il est assis là, ses yeux sont fermés, ses oreilles sont bouchées. Mais j'ai appris qu'il continue de me chercher. Puisqu'on m'a dit qu'il a 4 mois. Je ne sais quoi. Mais moi je vais lui dire, je m'en fous. Sincèrement. Parce que si lui qui veut représenter la loi est incapable de corriger les professeurs qui exécutent la loi et qu'eux ils viennent voler la population et qu'on ne peut rien faire, je suis désolé. Alors il faut que le procureur Adou sache. Ça lui a plu de m'arrêter, de me condamner 12 mois. C'est qu'il sait ou il ne sait pas, je lui dis que les policiers, ils étaient 12 qu'il a envoyé m'ont volé. Ils ont pillé ma maison. Et ça, quand j'ai dit ça, je n'ai pas besoin de porter plainte. Parce que l'action publique, il doit l'enclencher automatiquement. Ils m'ont volé. Ils ont cassé ma maison. L'action publique, il doit l'enclencher, le procureur Adou. Alors, quand vous m'avez tout volé, quand vous me faites sortir de là-bas, après avoir purgé ma peine, je suis dehors, je n'ai pas à manger, je suis un délinquant. Vous voyez, c'est ça que vous appelez un pays de droit. C'est ça là. Je suis désolé. Mais je ne suis pas un pleurnichard. Je me suis relevé. Je présente à ma patrie un projet honnête et sincère. Parce que si on veut rester là à pleurer sur ça, on ne va jamais avancer. Si on veut rester là à pleurer sur notre sort, parce que les Français nous font ceci, nous font cela, on ne va pas avancer. Vous voyez, peuple de Côte d'Ivoire, on est là à pleurer, mais personne ne veut faire de propositions concrètes. On se plaint du CFA, mais quelle est la proposition concrète? Nous, on vous fait des propositions concrètes. Donc, il faut qu'on mette fin aux querelles foncières. La forêt classée appartient à l'État. C'est à l'État de veiller dessus, en sorte que personne n'y entre. La réserve de Bouna, on l'a donnée à l'État. L'État doit y veiller. Après quoi, l'État, par les différentes lois et les institutions, veillent sur nos biens. Et nous disons ensemble, conduisons des lois. Vous prenez ma terre. Parce que je suis de Ngodjo Kofikro. Ngodjo Kofikro est entré dans la commune de Didiéville. Ça veut dire qu'à terme, la mairie va vendre les lots et des gens qui vont payer ces lots vont venir s'installer. C'est normal. Ça fait partie du développement. Nous souhaitons cela pour Didiéville, pour Ngodjo Kofikro, pour Langui Kwadjokro. Nous souhaitons cela. Mais nous disons, quand vous venez prendre la terre, vous expropriez quelqu'un parce que son domaine est rentré dans le domaine public, j'ai dit dédommagez-le à vie. Parce que ceux qui vont s'installer dessus
vont payer des impôts. Les impôts que ça engrange là, celui qui avait cette terre là, donnez-lui un peu, lui aussi va mettre ses enfants à l'école. Ça là, nous n'avons pas peur de dire ça. Parce que c'est le prochain combat qu'il faut gagner. Il faut que ce peuple-là devienne un peuple riche. Parce que moi j'ai dit, la Côte d'Ivoire n'est pas un PPTE. J'ai combattu Gbagbo dans son affaire de PPTE. Parce que c'est un mensonge. Au lieu que nous demandons aux gens de payer nos produits à de bons prix, au lieu que nous signions des bons contrats dans nos zones aurifères, quand les gens exploitent les diamants, au lieu de se battre pour ça, non, on est là, on va aller pleurnicher auprès de ceux qui nous volent. Reconnaissez que mon pays est pauvre et très endetté et annuler mes dettes. Ça, je vous dis la vérité. Peut-être que vous croyez qu'économiquement c'est bon. Mais les vidéos sont là, vous pouvez aller les regarder. C'est pas bon. C'est qu'on a fait, on a payé pour devenir éligible. Par rapport à ce qu'on nous a menti qu'on allait avoir, c'est un sacrifice pour rien. Et d'ailleurs, ce sacrifice, aujourd'hui, on est endetté à quelle hauteur? Donc, c'est un sacrifice pour rien. Mais moi, j'ai dit, nous ne sommes pas PPTE. Nous sommes un PRAD. C'est-à-dire P, pays, R, riche, A, D, développé. Nous sommes un pays riche à développer. Notre problème, c'est ça. On commence par développer nos consciences. On arrête de voler. On est professeur, on ne vole pas l'argent aux élèves. On est instituteur, on ne vole pas d'argent aux élèves. Le policier va arrêter de voler. Le douanier va arrêter de voler. On va engranger de l'argent pour les caisses de l'État. Nous avons les moyens de nous développer. C'est ça qu'il faut faire. On va arrêter de pleurnicher auprès des autres. On va arrêter d'accuser les autres. On va se prendre en charge. Nous sommes un pays riche à développer. PRAD. P-R-A-D. Ça, ce sont nos concepts à nous. Mais attendez, ça fait combien d'années vous pleurez? 60 ans que l'Afrique pleure? L'Afrique aime se victimiser. Finalement, on est heureux d'être victime. On veut que les gens reconnaissent qu'on est victime. Vous voyez le premier ministre, les deux petits premiers ministres italiens là. Je crois qu'ils ont 30 ans, 32 ans. C'est ça? Mais ils se sont levés, ils ont regardé droit dans les yeux de Macron, qui est de la même génération que... Et ils lui ont dit, mais attends, ton pays vole les Africains là. Donc, il ne faut pas qu'ils viennent nous emmerder ici. J'ai vu les Ivoiriens qui ont commencé à applaudir le Premier ministre de l'Italie. Ah bon. Au lieu d'aller applaudir le Premier ministre de l'Italie, venez applaudir le docteur Israël Ngouran. Ah, Jésus avait raison. Hein. Nul n'est prophète chez soi. Au lieu de m'insulter pour supporter Gbagbo qui a 80 ans, Bédié qui a 80 ans, Ouattara qui a 80 ans, lisez ce que je vous dis et puis venez, on va construire notre pays. Ceux-là, ils sont à la retraite. Vous vous battez pour eux pour quelle raison? Déjà, vous vous êtes battus pour eux en tuant vos propres frères. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous vous êtes battus pour eux en tuant vos propres frères. C'est eux qui ont créé la retraite. C'est à leur tour d'aller à la retraite. Vous continuez de vous battre pour eux pour qu'ils restent. Vous n'avez pas honte, peuple de Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas été éduqué à être chef. Vous n'avez pas été éduqué à prendre vos responsabilités. Votre cerveau a été éduqué juste pour que vous soyez de petits esclaves. Peuple de Côte d'Ivoire, tu es heureux d'être esclave. Peuple de Côte d'Ivoire, tu es heureux d'être esclave. Tu pleures dans ton salon. Oui, on vit une dictature. Mais tu vas au meeting et tu applaudis. La même dictature. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Nos propositions sont claires. La terre appartient aux populations autochtones. À partir de là, il faut que ce soit les familles des populations là qui aient de fait les titres fonciers. Tous ceux qui se déplacent pour chercher l'Eldorado en Côte d'Ivoire, étrangers ou multinationaux, l'étranger peut être national ou étranger venu de l'extérieur. Ils sont des exploitants de terre. L'État de Côte d'Ivoire doit encadrer des contrats entre eux, de sorte que l'exploitant paye, tant qu'il exploite, de l'argent aux propriétaires. Ça, c'est déjà un premier niveau de développement économique. C'est pourquoi nous disons, les conflits fonciers en Côte d'Ivoire, le REVAS va le régler. Le REVAS va mettre fin. Parce que
la force revient à la loi. Un clandestin dans la forêt classée, on ne peut pas lui dire, prends ton champ, puisque l'État n'a pas déclassé. Vous voyez, on est dans un pays de magouille. Donc, on ne veut pas regarder les problèmes de face pour les régler. Que tu sois Oué ou Baouré, tu es dans la forêt classée de Gwendebe, tu n'as pas à y être. Si tu es Burkinabé, même c'est pire. Tu n'as pas à y être, on t'expulse. Le Burkinabé, lui, on l'attache, on le descend derrière la frontière, on le détache, on porte son cul, il va dans son pays. Tu n'es pas chez toi, tu viens dans notre forêt classée. Quelles sont ces raisons-là? Bon, toi, tu es Ivoiriois, tu es dans la forêt classée. Tu viens d'où? De Didier-Ville. On t'attache, on te dépose à Didier-Ville. Ce n'est pas ici, on t'a dit de venir. C'est un bien de l'État, c'est un patrimoine national, c'est un patrimoine international. Donc la loi ne doit pas permettre que quelqu'un vienne s'amuser dedans. Mais maintenant, si on est dans le même Guiglo, moi j'y suis allé, ils ont une belle place là-bas, je suis allé, j'ai fait une semaine à l'intérieur de Guiglo. J'étais là-bas à Guiglo, j'ai fait une semaine. Mais je suis passé en mode fictif. Je connais bien Guiglo. On traverse un petit pont et puis on rentre là-bas. Une belle petite ville paisible. Mais pourquoi elle est tourmentée? Elle est tourmentée à cause de la forêt. Et même ses propres enfants, au lieu d'écouter ce que j'ai dit et qui nous aident à préparer ces textes dont nous parlons pour la paix future de notre patrie, d'autres pensent que c'est la comédie. Ivoiriens, mes frères, Ivoiriennes, mes soeurs, chers compatriotes, voici ce que le REVAS vous propose en termes de foncier pour apporter une paix durable. Pour que chacun, propriétaire de terre comme exploitant de terre, nous puissions vivre heureux et que l'État de Côte d'Ivoire gagne pour que la Côte d'Ivoire soit prospère, riche et paisible. Pour aujourd'hui, c'est terminé. À la prochaine. Le docteur Israël Goran vous salue.